Quand on écoute ça, ça donne vraiment, vraiment envie. J'étais à Mogador hier et j'ai encore des frissons et des paillettes plein les yeux. Bonjour Laurent Bentata. Bonjour. Bonjour Wendal Marimoutou. Bonjour. Et bravo, j'ai envie de dire, on va Merci. commencer par ça. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour nous faire vivre cette superbe histoire de Lyon. Alors on va bien sûr se laisser porter, la musique nous guide dans la savane où l'histoire de la vie a commencé. Et d'abord sur scène, parlons de cette entrée fracassante parce qu'il faut le dire, c'est le cas, c'est digne de ce qu'on écoute avec toute la puissance et la magie des danseurs, des comédiens transformés en animaux, en animaux dans la salle. Les costumes sont fantastiques, on va en parler, mais je crois que c'est un des numéros d'ouverture les plus fabuleux des comédies musicales qui existent. Je crois, Non oui, non mais c'est sûr. Après, le problème c'est qu'on n'a pas envie de spoiler, mais c'est extraordinaire. Moi, c'est-à-dire que j'interviens un petit peu après dans le spectacle. Dans la deuxième partie, enfin tout à la fin de la première partie, quand il a grandi normalement, voilà. Faut Donc le dire. j'ai la chance d'être disponible justement au tout début du spectacle et je ne loupe jamais cette ouverture. Je vais me cacher dans la salle pour assister. Non, c'est un catalyseur. Enfin, c'est le régulateur. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir mon bureau dans le théâtre et avant de partir, de rentrer le soir, je me fais une. Ah, toi aussi. Ouais, je viens et je me fais un petit plaisir. Oui, et en gros, il faut dire aux gens de n'arriver pas en retard. C'est sûr, Ah ouais. c'est sûr. Des gens sont arrivés en retard et je me suis fait la réflexion, je me suis dit quel dommage parce que c'est vrai que le démarrage c'est quand même assez extraordinaire. C'est le cas aussi dans le dessin animé et c'est vraiment très beau. Alors justement, on voyage au cœur de l'Afrique et de ces 25 espèces d'animaux. On passe du poisson aux éléphants, des oiseaux, des insectes. C'est un spectacle 360 degrés. Ah oui. Voilà, la salle entière, on l'a dit, elle vibre, elle s'anime à côté de nous, de vous, ce qui fait qu'on rentre tout de suite dans l'histoire. Et justement, pour ceux qui ne la connaissent pas, si jamais c'est possible, je ne sais pas, racontez-nous cette histoire magnifique qu'est le Roi Lion qui a bercé notre enfance pour la plupart. Bon, là, tu veux le raconter? Oui, je peux. Allez, Bien sûr, Wendal. Avec plaisir. Allez, Non, on se l'histoire lance. du Roi Lion, c'est l'histoire de Simba, effectivement, qui était destiné d'un coup à être roi. Donc ça démarre effectivement avec ce cri de Rafiki qui annonce, en fait, il faut savoir que c'est des vraies paroles. Il y a du Swahili, il y a du Zoulou. Oui, c'est une langue africaine. Ouais, effectivement. Donc c'est pour ça que parce qu'il y a beaucoup de gens qui font manga. C'est pas ça. C'est les pas gars. ça du tout. Alors l'africain est surtout chanté, si on peut, c'est ça. Il est chanté par Rafiki, qui est extraordinaire. Il faut Bah le dire oui, vraiment. on sait pas. Ovation à la fin sur cette femme qui est voilà qu'on voit un petit peu en boubou dans le rôle de Rafiki, qui n'est pas normalement une femme dans le dessin animé. Ça a été transformé. On va parler de la transformation un petit peu plus tard dans cette émission, mais elle est fabuleuse. Voilà, elle est fabuleuse, ça se note. oui, elle ne sait pas vraiment Pitiang et du coup elle annonce en fait que le roi est arrivé, le roi est là et c'est comme ça que démarre l'histoire. Après évidemment c'est l'histoire du film, je pense que tout le monde la connaît, mais ce que je trouve intéressant en fait dans ce Roi Lion et avec la volonté de Julie Taymor de le théâtraliser, c'est que on dépasse un peu justement on dépasse ce dessin animé et on arrive en fait avec l'histoire de quelqu'un qui est finalement un peu rejeté de chez lui parce qu'il pense avoir fait un truc de fou, très très grave et donc il va aller dans la jungle, il va rencontrer Timon et Pumba que vous connaissez bien, Hakuna Matata, il est un peu dans ce délire un peu hippie, donc il va vraiment vivre d'une manière hyper vraiment un peu détaché de tout ce qui se passe et puis finalement il va recroiser la route de Rafiki et il va devoir affronter son passé, accepter ses blessures, se reconnecter avec ses racines, ses ancêtres pour revenir sauver la terre des lions. Avec donc des thèmes forts dans ce dessin animé sur scène aujourd'hui, la vie, la mort, un fils qui part de chez lui, vous l'avez dit, qui doit revenir et prendre ses responsabilités finalement en étant devenu grand, traverser la vie, cette vie, mais aussi la jalousie, on en parlera plus tard. C'est une espèce de dualité entre animalité, humanité en même temps. Voilà des thèmes qui sont assez forts dans ce spectacle sur scène. Au départ, c'est un Disney qui a vite été donc transformé sur la scène. Racontez-nous comment c'est arrivé, parce que le parcours est quand même intéressant. Il y a une femme derrière. D'ailleurs, toute cette histoire, il y a une femme qui s'appelle Julie Taymor, qui, il y a plus de 30 ans, a été voir Disney avec ce concept du cercle de la vie. C'est-à-dire que le premier rendez-vous entre Michael Eisner à l'époque, qui était le patron de Disney, et Julie Taymor, c'est, alors, faut voir le spectacle, mais il y a
il y a une roue à un moment donné, et c'est tout le cercle de la vie, c'est tout ce concept-là qu'elle a explosé en disant, je vais prendre du recul par rapport au dessin animé, au film d'animation. C'est pas ça, d'ailleurs, je me demande bien si elle avait même pas vu le film d'animation au début. Elle n'avait pas vu le film d'animation, et elle voulait vraiment s'en détacher. Et elle arrivait en disant, voilà, mon concept, c'est ça. Donc c'est la roue des gazelles qui permet justement de montrer. Et elle est venue, elle le montre dans un livre. Elle montre cette maquette, et c'est comme ça qu'elle a convaincu Disney. Elle dit voilà, tout le concept de mon spectacle, ça sera le cercle de la vie. Alors personne n'y croyait au départ, hein. On trouvait que c'était un petit peu lunaire, je crois, chez Disney, cette proposition-là. Ça a été accepté parce que il y a celui qui s'occupe du théâtre, je crois que c'est Eisner dont vous avez parlé, ou alors Schumacher, je sais plus. C'est Michael Schumacher qui est le patron de Disney, ce qu'on appelle Disney Theatrical, qui est la filiale Disney qui s'occupe à Broadway de toutes les créations. C'est eux qui ont créé Aladdin, La Belle et la Bête, et c'est lui qui a eu cette vision. J'ai eu la chance de dîner avec lui, de l'accueillir. Il est venu à la première, il était répétition. Oui, c'est vrai. Et il m'a raconté toute cette histoire. J'ai passé énormément de temps avec lui. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai visionnaire. C'est lui qui a trouvé Julie Taymor. C'est lui qui a imposé Julie Taymor. Et Julie Taymor est arrivé avec un concept, bien sûr, mais il fallait y croire. Oui, c'est ça. Il fallait une idée brillante pour monter ce Roi Lion, parce qu'on pouvait pas, au départ, il faut quand même savoir que le dessin animé n'était pas musical, c'est-à-dire que c'était pas forcément avec des musiques. Et une fois que la musique est arrivée, il y avait des musiques. Il y avait les musiques de Les Bohèmes déjà, qui est le compositeur de toutes les musiques africaine et sud-africaine, qui est un sud-africain que j'ai eu là aussi la chance de rencontrer il y a 15 ans. Il est venu à Paris. Peut-être qu'il viendra là, que c'est un personnage truculent, exceptionnel, mais c'est un petit bonhomme. Et c'est lui qui a insufflé tout ça. Après, il y a Hans Zimmer, qu'on connaît bien pour les musiques de films notamment, qui a apporté, et puis il y a Elton John, Tim Rice. Voilà, c'est toute cette équipe qui s'est composée autour de Julie Taymor, qui est vraiment la cheville ouvrière, qui est vraiment la colonne vertébrale de ce projet. Alors, justement, parlons-en de Julie Taymor, parce que on est venu la chercher. Au départ, elle montait des opéras ou des spectacles off-Broadway. Elle connaissait pas forcément le spectacle. Elle a proposé ce projet-là. Et la patte Taymor a son importance. Véronique Bandelier, metteur en scène, résident du Roi Lion à Paris, et qui a remis le spectacle depuis cette année sur scène pendant 10 semaines avec Anthony Lynn, qui est le metteur en scène associé et qui travaille sur le Roi Lion depuis 20 ans, il faut le rappeler, à travers le monde. Ils ont rappelé, je crois que c'était une conférence de presse, comment la fameuse Taymor travaille, et justement son style à Julie Taymor. On écoute. What Julie did not want to do in putting the musical of The Lion King on stage was do a direct copy of the film. What instead she wanted to do was to do things on stage that film cannot do. Et donc l'idée de Julie, c'était pas de reproduire le dessin animé pour le mettre sur scène, mais c'est justement rajouter des éléments qu'un film ne peut pas donner. So using what she would very freely admit are ancient techniques, she allowed the audience in on the whole secret of how the show is done. Et donc, en fait, son idée, c'était vraiment de montrer, grâce aux anciennes techniques et la base du théâtre, comment tout ça est monté, et le montrer au public. Le montrer au public. Et il faut aussi dire que Julie Taymor, elle s'est entourée de collaborateurs qui sont venus du monde entier. C'est la diversité qu'on retrouve justement dans ce spectacle, où on retrouve beaucoup de personnalités, beaucoup de chanteurs qui sont pas forcément français. Là, ça vient du monde entier. Ouais, c'est-à-dire que cette troupe, je pense que Gwenaëlle peut en parler, c'est la richesse de cette troupe. Elle vient alors il y a une base française bien entendu, mais il y a 8 Sud-Africains qui apportent une couleur extraordinaire, une couleur déjà dans la voix. Toutes les productions du Roi Lion ont l'obligation d'accueillir. Donc on a accueilli les 8 Sud-Africains avec beaucoup de bonheur, parce que dans la voix, ils ont ce qu'on appelle un clic qui permet que eux seuls. On apprend là, parce qu'on a des cours particuliers tous les jours. C'est de la radio, c'est de la radio. Je vais faire non. Exactement. Voilà. Et ça, c'est Rafiki qui fait énormément ça quand elle chante, et c'est tellement bien enchaîné que c'est frappant. On en rit, on rigole beaucoup avec elle. Ouais, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Rafiki, pour une petite anecdote, c'est marrant, mais c'est une star, parce que le spectacle se joue dans une vingtaine de villes. Elle l'a joué en mandarin en Chine, et pour la petite histoire. On la raconte. C'est drôle. Oui, parce qu'elle apprend le français actuellement. Donc quand elle arrive ici, elle ne parlait pas le français. Oui. Et un soir, en jouant dans une représentation, pendant les avant-premières, à un moment donné, dans son numéro, elle a chanté en mandarin. Et en portugais. Elle s'est trompée. Elle a fait 3 langues sur le cercle de la vie. Elle a commencé en mandarin.
Et après donc du chinois. Après, elle a enchaîné en portugais. Mais c'est Et génial. ensuite, elle a réussi à retomber sur ses pieds et en faisant du français. Donc c'était incroyable. Bah écoutez, elle est impressionnante en tout cas, je crois que je l'ai assez dit. Reparlons de Julie Taymor, qui est surtout très connue pour l'utilisation des masques et des marionnettes. Et là, il faut dire qu'on est servi. Bah oui, c'est du grand spectacle. Il y a 200 masques, il y a énormément de marionnettes. Ça a été travaillé par une équipe australienne qui ont créé tout ça. Puis elle a fait toute sa base, son expérience et sur notamment tout ce qui est danse balinéaise, ombre chinoise qu'on voit beaucoup. Donc elle a mis énormément d'arts différents. Ouais. Au service de ce spectacle. Donc c'est ça cette force, c'est qu'elle a pris ce recul, comme Anthony Lin l'expliquait par rapport au film d'animation, et elle a apporté plein d'arts différents qui apportent cette richesse et cette diversité à ce spectacle. C'est un vrai qui en fait sa melting force. pot en fait, effectivement, et sur scène, je veux dire, dans les artistes et aussi dans toutes les influences. Donc effectivement, les masques, les danses, même les costumes qui sont vraiment inspirés. C'est des costumes vraiment très traditionnels. Oui, on bien parlait sûr. de Rafiki. Bien sûr. Rafiki, en fait, elle a décidé effectivement que ce soit interprété par une femme et elle s'est rapprochée du fait que en Afrique du Sud, on a ce qu'on appelle des sangoma, qui sont en fait une sorte de chaman extrêmement respectés là-bas. C'est des personnes qu'on va voir justement pour avoir des conseils parfois médicaux, parfois sur la vie. Et on retrouve en fait, plus maintenant, hein, franchement maintenant ça peut être des personnes comme vous et moi, mais c'est une inspiration vraiment de ce que pouvait être un costume traditionnel là-bas à l'époque. Donc franchement, et puis il y a aussi ce double événement. Moi, ce que je trouve super avec ces masques, c'est que c'est jamais au détriment de l'humain ou de l'artiste. C'est-à-dire que on laisse le choix aux spectateurs vraiment de regarder ce qu'ils veulent. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous aussi on a dû vraiment répéter avec ces masques pour leur donner vie, parce que c'est pas juste posé sur nos têtes ou des puppets ou des marionnettes. Scar en joue énormément. Voilà. Scar, vraiment, on voit qu'il y a un espèce de mouvement constamment où le masque vient se refixer un peu sur son visage Ouais. et il le relève à un moment donné quand il est énervé. Mais la réussite de ce spectacle, c'est qu'à la fin, on fait plus la différence entre l'homme et l'animal. Et il y a un travail de fusion, quoi. Et c'est toute la force, encore une fois, de Julie Taymor avec ce masque qui se bascule. Donc c'est une petite manette dans la main de Scar et de Mufasa qui leur permet d'actionner ce masque. C'est un travail énorme, hein, techniquement. Donc il y a une équipe d'une vingtaine de personnes au quotidien qui travaillent sur, je tiens à souligner leur travail et les remercier, qui travaillent sur, ne serait-ce que sur les masques et sur ce qu'on appelle les puppets, quoi, les accessoires. Alors on l'a dit, le Roi Lion, c'est du théâtre total, une expérience et j'ai envie de dire que c'est bien plus qu'une comédie musicale. Comparativement au dessin animé, il y a eu des changements nécessaires pour l'histoire scénique mise en scène encore une fois par Julie Taymor dans la version américaine, que vous avez aussi gardée pour Paris, mais vous avez aussi adapté avec un peu de modernité. Est-ce qu'on peut avoir des infos? Oui, alors c'est exactement le spectacle tel qu'il a été créé à Broadway. Oui. Donc c'est pour les personnes qui l'ont vu, qui veulent le voir. Des fois, les gens disent je vais le voir à Broadway, mais c'est le même. Et il est encore mieux parce que la troupe est meilleure. Non, mais honnêtement, je peux en parler parce que j'en parle avec l'équipe américaine, qui est l'équipe qui a créé aussi le spectacle. Je trouve, et je dis pas ça parce que Gwenaëlle est là, mais les acteurs français, les artistes français ont quelque chose de plus. Alors il y a peut-être moins de technique à la base, parce que l'expérience et tout l'apprentissage aux États-Unis est différent, et depuis le plus jeune âge ils ont commencé, même si Gwenaëlle parle pas de son expérience parce qu'il était dans l'école du Roi Lion au tout début, mais à un moment donné cet apprentissage, mais la France, ils ont les Français, les acteurs français, ils ont cette fragilité, mais qui en fait une force, parce que c'est une authenticité, une fraîcheur, je trouve, qu'on n'a pas chez les Américains, où parfois c'est un peu répétitif, c'est un peu redondant. Et là je le vois, et c'est ce qui fait vraiment la différence, je trouve, avec une troupe américaine ou néerlandaise, où c'est très technique, mais ça manque d'authenticité. C'est gentil, hein. C'est c'est une déclaration d'amour. Je pense que ce qui différencie effectivement, c'est qu'on sait que nous, parfois, il y a des gens qui sont sur la scène de Broadway depuis 24 ans. Donc, c'est leur 5 millième. Nous, on a, je pense, cette petite flamme, vraiment, cette étincelle dans les yeux quand on vient nous voir, parce que, on prend énormément de plaisir, et on sait qu'on part sur 1 an, 2 ans, mais voilà, on restera certainement pas 15 ans sur cette scène. Donc, du coup, c'est vrai qu'on apprécie chaque seconde, et on fait de chaque show un événement. Chaque show un événement. On va écouter un petit extrait. Avec plaisir. Sarabi et moi ne t'avons pas vu à la présentation de Simba. Oh, c'était aujourd'hui. Oh, comment ai-je pu oublier? Ce n'était pas vous, le roi de la fête? En tant que frère du roi, vous deviez d'être au premier rang. Mais j'y étais. Au premier rang. Jusqu'à ce que naisse
la petite boule de poil. Cette boule de poil est mon fils, et ton futur roi. Oh, je cours répéter ma révérence. Ne me tourne pas le dos, Scar. Non, Mufasa, c'est peut-être toi qui ne devrais pas me tourner le dos. Est-ce que tu me défies? Allons, du calme, du calme. Jamais je n'oserais te défier. Dommage. Pourquoi? Parce qu'en matière de cerveau, j'ai eu la part du lion. Mais pour ce qui est de la force physique, non, je n'ai pas le gène dominant. Sire, il y en a dans toutes les familles, vous savez. Tenez, moi par exemple, j'ai un frère qui passe sa vie sur Twitter. Eh bien, ça gâche toutes les fêtes. Voilà, j'ai décidé de partager cet extrait parce que justement, c'était ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué par rapport à la version de 2007 ? Oui. On voit que vous avez intégré de la modernité avec des passages, on parle de Twitter, dans Le Roi Lion, c'est assez drôle quand même. Il y a d'autres passages où on chante Papa Outé. Enfin voilà, je vais pas tout spoiler. Non, faut pas tout dire. Non, je donne pas toutes les infos. Mais il y a quand même cette petite modernité qui est venue s'ajouter cette année. Qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à 2007 ? La plus grande différence déjà, c'est qu'on a collé aux chansons du film d'animation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça a été, quand on l'a fait il y a 15 ans, on avait pris la décision de s'écarter un peu encore une fois, d'être dans la logique de Julie Taymor. D'ailleurs, c'est une discussion que j'ai eue avec elle-même cette année. Là aussi, petite anecdote, quand elle est venue voir le spectacle, elle m'a dit, mais Laurent, tu n'as pas traduit le cercle de la vie. Normalement, la chanson du début, c'était, quand on l'a faite il y a 15 ans, c'était c'est le cercle de la vie. Oui. Voilà. Oh, tu chantes bien. T'as vu ça? Bon, alors là, on a trouvé une doublure. C'est ça, on a des petites infos là. Et là, aujourd'hui, c'est l'histoire de la vie. Donc, et elle m'a dit, mais Laurent, ça répond pas à mon concept. Et je lui ai expliqué, mais l'histoire de la vie, c'est pas the story of life, comme peuvent dire les Américains, c'est pas ça. C'est le mot histoire, c'est aussi le cercle de la vie. C'est l'histoire, c'est quelque chose qui revient à chaque fois, une histoire qui revient, c'est toujours la même histoire qui revient. Je me suis raccroché pour lui expliquer qu'on avait, mais on a vraiment collé parce qu'il y a 15 ans, on a eu beaucoup de retours et un peu de déception. Non, mais c'est ça. De certaines personnes qui nous disaient, mais je retrouve pas le dessin animé, mon dessin animé d'enfance, les chansons auxquelles j'ai été habitué, j'ai été biberonné avec. Et il y avait cette petite frustration. Donc là, on a dit, bon, arrêtons. Et collons à ce que les gens veulent aussi, et ça dénigre pas l'histoire. C'est très vrai parce que regardez, hier moi je suis venue à la Comédie Musicale et j'ai eu besoin de parler avec les gens autour de moi, et j'avais une demoiselle qui était là, qui sans doute nous écoute parce que je lui dis que je travaillais ici, et qui m'a dit, moi c'est la deuxième fois que je viens cette année, elle est venue il y a 3 semaines, elle me dit j'ai tellement adoré que j'avais envie de revenir, et elle me disait mais moi quand je viens, j'ai envie de retrouver ce que j'ai vu dans le dessin animé. Donc en effet, cette justesse de vouloir, parce qu'on n'a pas forcément le temps de regarder les dessins animés comme avant et les retrouver sur scène. Non, puis c'est la Madeleine de Proust. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que c'est les dessins animés nous de notre enfance. Et puis Le Roi Lion est revenu en 2019 en action movie. Donc d'un coup, ça a retouché notre génération. Il y a eu 10 millions de Français qui sont allés au cinéma. Donc effectivement, on peut pas blaguer avec ça. Mais ce que j'ai trouvé cool, moi pendant la création, c'est que cette volonté justement de se remettre en question, parce que quand même l'adaptation de Stéphane Laporte est extraordinaire et c'était déjà lui qui avait adapté il y a 15 ans. Il aurait vraiment pu rester sur sa copie et se dire j'ai eu 3 Molières avec, enfin tout va bien, et pas du tout. Et cette même humilité, je l'ai retrouvée au sein de l'équipe américaine. Effectivement, c'est la même mise en scène qu'on voit partout, mais ils jouent vraiment le jeu de repartir de zéro avec la troupe et de construire en nous faisant croire que c'est un peu du sur-mesure, que ça vient de nous. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette fraîcheur un peu partout dans les pays. Donc, on a vraiment un Roi Lion Paris qui est propre à nous-mêmes, qu'on va pas retrouver à Madrid, qu'on retrouvera pas à Tokyo, etc. Et donc, c'est vraiment pour ça que après, il fallait pas évidemment décevoir. Oui, c'est-à-dire que public. La base reste là, mais il y a quand même la volonté de coller au dessin animé. Gwendal Marimoutou, vous arrivez-vous à la toute fin de la première partie, le spectacle dure plus de 2h30 et disons-le clairement, il prend une autre dimension avec vous parce qu'au départ Simba, je le dis comme je le ressens, au départ Simba est tout petit et donc après il a grandi déjà parce que le contexte devient différent dans la deuxième partie et donc forcément plus drôle comme le dessin animé sur la deuxième partie parce que la première est un peu triste, on dira pas tout, et il semble que le rôle de Simba vous colle à la peau depuis vos 12 ans. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est une belle histoire. C'est-à-dire qu'il y a
15 ans, je faisais partie de la Lion King School, donc qui forme les petits Simba et les petites Nala. Vous aviez joué en étant petit dans le Roi Lion en déjà? fait, il s'était passé la même chose que cette année, c'est-à-dire que pour d'autres raisons, là c'était le Covid, il y a 15 ans c'était les travaux de construction du théâtre qui avaient retardé en fait la première, et du coup j'avais fait partie des enfants qui avaient grandi entre-temps, qui avaient été sélectionnés, et puis finalement qui avaient été remerciés, et mais je pensais pas que 15 ans plus tard j'allais me retrouver justement c'est pour ça qu'on avait fait ça. Et oui, c'est ça. C'était un peu visionnaire. Alors comment vous êtes arrivé dans le rôle de Simba? Est-ce que vous avez passé un casting de façon tout à fait classique, ou est-ce qu'on est un petit peu venu vous chercher parce que vous étiez un bébé lion, on va dire? J'ai attendu qu'on lionceau. m'appelle, mais quand même, ça m'a fait bizarre, j'avoue, mais j'ai passé vraiment le casting comme tout le monde. Incroyable. Et ça a été très long, et ça a duré 4 mois. La raison aussi, c'est que c'est des Américains, donc tu leur dis Gwenda, ils me connaissent pas, et qu'en plus ils font ça partout dans le monde, mais tant mieux, parce que ça a été dur. Mais en même temps, c'était le parcours d'audition. Apparemment, on a été beaucoup, quoi. De retour sur notre antenne, bien sûr, avec mes invités Laurent Bentata et Gwendal Marimoutou. Je me tourne vers vous, Gwendal, parce que cette question, quand même, qui m'interroge, quel effet ça fait d'être un lion, et est-ce que ça a un petit peu déteint sur vous dans la vie? Quel effet oui, en fait, c'est d'être un lion. Sur un spectacle pareil, ce qui déteint, c'est l'hygiène de vie, c'est la rigueur que tout ça comporte, évidemment. C'est 2 mois de répétition avec des coachings en plus physiques. Oui, parce que vous êtes torse nu sur scène, et on voit que le sport vous avez donné. Je crois que c'est... Je peux témoigner, oui. Mais merci du coup à Laurent et à toute la production aussi, qui fait en sorte que c'est vrai qu'on est arrivé, en plus on était après en post-confinement, donc avec une forme physique qu'il fallait aussi retrouver, endurance. Bien sûr. Et ils ont vraiment fait en sorte de nous accompagner en plus de ce qui était prévu, pour qu'on puisse être les mieux armés et qu'on puisse prendre du plaisir, au-delà de subir un peu le spectacle qui peut être très 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 physique à un moment donné, que carrément on prenne du plaisir à faire tout ça. Mais forcément, donc c'est ça, être un lion, c'est bien manger, c'est faire du sport, c'est faire il a la crinière déjà en plus. Oui, je constate. Je me tourne vers vous maintenant, Laurent Bentata, parce que quand on parle de lion, on parle de mordant, et ça me semble important d'avoir du mordant quand on a un producteur. Est-ce que c'est votre cas? Surtout de nos jours. Je pense que c'est même plus mordant, c'est résilience, c'est optimisme, c'est s'accrocher, ne rien lâcher, y croire toujours, et puis ça paye tout. Ça paye. Et puis le Roi Lion en est la parfaite illustration. Faut pas oublier que les castings ont eu lieu il y a 2 ans. C'est ça. 2 ans. 2019. Donc ça a été pour long. Cette année, parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Il y a eu 2 reports, donc ils ont patienté. Et même les enfants qui jouaient le rôle de Simba n'ont pas pu jouer parce qu'ils avaient grandi entre-temps. Exactement. Donc on a 14 enfants sur le spectacle. Il y a certains qui étaient là au début, au casting, mais qui n'ont pas pu être là sur scène, ce qui a été un déchirement pour eux. Ça a été très très difficile. Mais voilà, le rendez-vous, le succès est au rendez-vous. On est là, on va bientôt annoncer, j'espère, les 250 000 billets vendus à la fin du mois. Donc, j'allais vous poser la question. En quelques mois, c'est même on a ouvert le 11 novembre, donc c'est je suis un producteur heureux. Ça n'a pas été facile, ça ne l'est pas tous les jours. On vit avec quelque chose, mais je ne veux pas en parler parce qu'on est positif, mais dans le bon sens du terme aujourd'hui. Mais voilà, on est ravis d'être tous les soirs sur scène. Enfin, ils sont ravis, mais moi d'être avec le public et de les voir communier entre eux et les spectateurs, parce que c'est ça la force de ce spectacle, et de voir tous les soirs 1600 personnes debout à la fin. Des enfants qui pleurent, mais de joie, et des parents qui sont fiers de voir un spectacle et d'avoir emmené leurs enfants voir le spectacle qu'il faut cocher. C'est-à-dire que je pense que c'est le spectacle, quand on l'a pas vu, il faut se dire, il y a un spectacle à voir dans ma vie, c'est le Roi Lion. Justement, pourquoi ce spectacle vous a intéressé, vous, au départ, Laurent Bentata? Je pense qu'on se rappelle toujours le premier spectacle, notamment pour un musical, ou enfin moi qui produis que des comédies musicales, la première fois qu'on l'a vu. Et ce spectacle, il vous marque à jamais. Il vous laisse une empreinte émotionnelle indélébile. Et je pense que ce spectacle, parmi tant d'autres, et je pense que s'il a fait 100 millions de spectateurs dans le monde, s'il joue depuis 30 ans, c'est pas le fruit du hasard. C'est qu'il y a quelque chose dans sa mise en scène, dans sa diversité, dans sa musicalité, dans tout ça, qui fait que quand vous sortez de ce spectacle, vous vous dites waouh.
Et c'est l'effet waouh. Quand on fait un spectacle, quand on est producteur, on cherche à déranger les gens. Mais dans le bon sens du Bien terme, sûr. déranger, Les bousculer. les sortir un peu de leur sentiers battus. quotidien, leur sortir un peu de leur angoisse. C'est une bulle. Nous, dans le théâtre et au Théâtre Mogador, on fait attention à ça, d'être dans la bulle dès qu'on rentre dans le théâtre. C'est pas attendre le spectacle, mais déjà dans le théâtre avec l'accueil et autres. Bah, cette bulle-là, elle vous permet d'oublier tous vos soucis. Est-ce que c'était facile de produire une comédie musicale comme celle-ci? Parce que j'imagine que beaucoup de producteurs ont voulu s'y atteler, ont voulu essayer d'aller chercher cette comédie musicale qui est au départ américaine. Comment on aborde les choses? Bah déjà, il faut mettre beaucoup d'argent. Ouais. Non, mais sans vouloir être un peu vénal, mais c'est vrai que c'est une comédie musicale qui coûte cher, mais ce qui est normal, hein, il y a au total 150 personnes. Tous les soirs, il y a 150 personnes qui travaillent derrière ce spectacle. Ouais. Il y a 49 artistes, on l'a dit, il y a 11 musiciens, il ne faut pas les oublier, c'est un spectacle live. Et c'est la force aussi, il ne faut pas l'oublier de ce spectacle, c'est que c'est live et il y a 80 techniciens. Donc, ce qui justifie le prix des places qui n'est pas évidemment donné, mais parce qu'il y a tous ces gens sur scène. Je dis parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit oui, mais c'est cher. Mais en fait, quand on a vu le spectacle, on comprend totalement qu'une place à 70 €, 80 € vaut ce spectacle-là, parce que c'est plus de 2h30 aussi, il faut le dire sur scène. C'est 2h30, c'est un art, la comédie musicale est un art mal connu ou méconnu en France, et qui mélange pourtant, c'est l'art le plus exigeant parce qu'il mélange tous les arts de la scène. Et le Roi Lion en est la plus belle expression, je pense. Et pour parler des prix des places, juste, c'est vrai que, moi, je fais partie des gens qui adorent faire des spectacles vraiment pour tout le monde et tout, mais la chance qu'on a en France, par contre, pour en tout cas les fans du Roi Lion, c'est qu'on fait partie des Rois Lions finalement les moins chers du monde. Oui, oui, ça mériterait le double aisément. Si on va le voir à Londres ou à Broadway, les places sont parfois multipliées par 2 pour des catégories qui sont moindres. Donc vraiment, je trouve que si on a la chance de pouvoir aller voir le Roi Lion et qu'on l'a à Paris et que c'est vraiment la mise en scène de Broadway à Paris, faut pas hésiter. Oui, on a des tarifs à partir de 25 € justement pour le rendre accessible à tous. Il y a le pass culture. Donc il y a le pass culture, il y a beaucoup de choses maintenant en France. On a la chance de pouvoir rendre la culture accessible à tous. Et puis ce spectacle, encore une fois, le prix n'est pas un problème quand on sort de spectacle. C'est vrai qu'au début ça peut faire peur. Et j'ai une petite anecdote, c'est qu'il y a 15 ans, on avait eu une émission. Combien ça coûte? Je sais pas si vous vous rappelez de cette émission. C'était sur TF1. Bien sûr. Et le journaliste avec a essayé exactement sorti de trottoir, et à la fin, il voulait interroger les gens, en essayant de lui faire dire mais c'était très cher. Et il a pas réussi parce que personne, en sortant du spectacle, les gens avaient des étoiles dans les yeux, plein d'émotions, et le prix n'est pas un problème quand vous passez un très 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 bon moment. Vous avez décidé de laisser la comédie musicale sur scène jusqu'à quand? Aujourd'hui, on est ouvert jusqu'au mois de juillet. Et plus fait affinité. On est comme un peu les jeux du cirque à l'époque. C'est le public qui décide. Et bien sûr, on espère revenir l'année prochaine, comme je le disais tout à l'heure. Et encore une fois, tant que le public est là, on restera. Laurent Bentata, vous êtes le directeur de Stage Entertainment. C'est dur, hein. Comme ça, c'est très compliqué. Dites-le, je crois que vous le dites. Stage Entertainment France. Mais vous imaginez quand on écrit un mail, alors, tu veux noter mon mail, s'il te plaît? Non, c'est vrai. Oui. Moi, en plus, tout le monde sait que je suis mauvaise en anglais. Donc voilà, vous êtes donc le directeur de votre boîte de production, qui est donc la production du Roi Lion, mais aussi le directeur du théâtre Mogador, où vous faites jouer vos productions. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de cette salle qui est quand même assez mythique, que vous avez rachetée en 2005? Cette salle a plus de 100 ans. Et pour la petite histoire, elle a baigné dans la comédie musicale depuis le début. Donc depuis sa conception, elle a été créée par un impresario anglais, donc qui faisait déjà des opérettes ou en tout cas des spectacles musicaux à Londres. Et il a construit ce théâtre pour son amoureuse Régine Fleury, une danseuse dont il est tombé éperdument amoureux, et il lui a offert ce théâtre. Donc c'est l'histoire. Et puis ce théâtre a un passé de comédie musicale, les plus grandes comédies musicales, Starmania notamment, Chorus Line s'est joué à Mogador. J'en oublie, Les Misérables se sont joués à Mogador, donc énormément. Toutes les spectacles que nous on a produits depuis 2006, Chicago, Cats, entre autres Ghost, Mamma Mia, Sister Act. Donc voilà, il y a une véritable empreinte de comédie musicale, on a l'habitude de l'appeler le temple du musical. Je crois que le théâtre Mogador a aussi été classé au patrimoine des monuments historiques en France, sous l'impulsion de Barbara, qui était inconditionnelle de ce lieu. Oui, Barbara, c'était son théâtre. Et d'ailleurs, quand Patrick Bruel a fait sa tournée, son tour de chant sur Barbara, il m'avait appelé un jour en me disant Laurent, si en toi je dois faire un concert, ça sera à Mogador. Et il a fait son concert à Mogador. À Mogador, et en 2005 justement, vous avez décidé de tout casser
pour faire en sorte que la sono soit meilleure qu'auparavant. Entre autres, mais aussi pour améliorer l'accueil du public. C'est-à-dire qu'on a racheté un immeuble à côté qui est un immeuble d'assurance et on a fusionné les deux pour en faire un lieu d'accueil, d'expérience totale pour le spectateur. Ce sont plus de 1000 mètres carrés de foyer, donc les gens peuvent se balader. Il y a une soixantaine d'œuvres d'art sur les murs d'œuvres contemporaines, donc les gens peuvent se balader en plus. C'est une véritable expérience, honnêtement, et je le dis pas, c'est pas galvaudé, mais c'est venez à Mogador, venez un peu en avance, baladez-vous, 60 œuvres d'art, il y a 1000 mètres carrés de foyer, vous pouvez passer un super moment, et c'est ça le Théâtre Mogador. C'était pour que aussi les gens soient, quand je vous parlais de bulles, de sas de décompression, c'est un peu la promesse quand on arrive à Mogador. Écoutez, on va encore essayer de passer un excellent moment avec vous dans un instant. C'est les questions auditeurs sur Radio J.